Elle ne cria pas un seul mot, pas une plainte, même quand les premiers coups tombèrent, même quand ses habits furent arrachés sous les yeux d'hommes enragés, même quand les morceaux de poterie tranchantes lui lacérèrent de la peau jusqu'à l'os. Non, Hypatie ne cria pas. Elle mourut comme elle avait vécu, droite, fière, indomptable. Mais ce que ces hommes ne comprirent jamais, c'est qu'en croyant tuer un corps, ils ont réveillé une légende. Mars 415 après Jésus-Christ. Alexandrie, capitale de l'Égypte romaine, brûle. Pas dans les flammes, pas encore, mais dans les esprits, dans les regards, dans les discours des rues. Car la cité des phares, celle des bibliothèques sacrées et des écoles de savoir, est en train de basculer. Le monde ancien, fait de philosophie, d'astronomie, de géométrie, de débats entre libres penseurs, est en train d'être piétiné par une force nouvelle, brutale, sans pitié, le fanatisme religieux. L'Église chrétienne grandit, et avec elle, une intolérance féroce envers tout ce qui n'est pas elle. Au centre de cette tempête, une femme, ni impératrice, ni prêtresse, ni guerrière, une philosophe, une scientifique, une enseignante, une païenne, non, une sorcière, pas plus. Mais ce qu'elle incarne est encore plus insupportable pour certains. La pensée libre, la raison, la lumière, Hypatie. Imaginez une ville où une femme, seule, est plus écoutée qu'un évêque, où ses paroles peuvent calmer une foule ou influencer un gouverneur, où elle parle de planètes pendant que d'autres prêchent le feu. Voilà ce qu'était Hypatie. Fille du grand Théon, astronome et mathématicien, elle fut élevée non pas dans une chambre, mais dans les salles d'études du Muséion d'Alexandrie. Elle ne jouait pas avec des poupées, mais avec des sphères armillaires. Dès son plus jeune âge, elle calculait des trajectoires célestes, recopiait les éléments d'Euclide, corrigeait les écrits de Ptolémée. Elle devint l'esprit le plus brillant de sa génération. Et ce, dans un monde d'hommes. Sa renommée s'étendit au-delà des murs d'Alexandrie. Des philosophes, des fonctionnaires, des prêtres même vinrent l'écouter. Elle enseignait tout, les mathématiques, l'éthique, l'astronomie, la musique. Mais ce qui fascinait encore plus que ses savoirs, c'était son aura, son autorité naturelle, son calme inébranlable. Elle ne craignait personne, pas même l'Église, et c'est là que tout a basculé. Car dans l'ombre, une autre figure montait. Cyril, nouvel évêque d'Alexandrie, homme dur, stratège, en mission sacrée pour purifier la cité. Il veut imposer l'ordre chrétien, faire disparaître les Juifs, faire taire les païens, réduire au silence les penseurs indépendants. Et entre lui et son objectif se dresse une femme que même le gouverneur, Orestès, respecte. Une femme qui n'appartient à aucun dogme, mais qui les défie tous par sa seule existence. Alors, les rumeurs commencent. Hypatie serait une sorcière, une manipulatrice, une femme diabolique qui corrompt les élites, qui utilise des machines célestes pour parler avec les démons, qui lit dans les astres pour détourner les âmes. Chaque parole, chaque enseignement qu'elle donne devient un prétexte pour la haïr. L'opinion publique se retourne, lentement, puis violemment. Et un matin, dans une rue poussiéreuse, ils passent à l'acte. Un groupe d'hommes surgit de nulle part. Ce sont des parabalani, des prétendus gardiens d'hôpital, devenus les bras armés de l'évêché. Ils la tirent de son char, la traînent à travers les rues, la conduisent dans une église, là où le pardon devrait régner. Là, ils la dépouillent. Et avec des tessons de poterie, il la massacre. Pas un couteau, pas une épée, non. Des morceaux de poterie, symbole de la foule, du peuple, de la rage aveugle. Son corps est découpé vivant, jeté, brûlé, éparpillé. Et pourtant, elle ne cria pas. Mais que représentait-elle de si menaçant pour mériter une telle fin? Était-elle vraiment une ennemie de Dieu ou simplement une ennemie du pouvoir? Était-elle morte parce qu'elle était femme, parce qu'elle était savante, ou parce qu'elle refusait de s'agenouiller devant la peur? L'histoire d'Hypatie n'est pas seulement un crime, c'est un miroir, un avertissement, une fissure dans la grande façade du progrès. Car chaque fois qu'une société décide que penser est un crime, une autre Hypatie meurt dans le silence. Bien avant que les rues d'Alexandrie ne résonnent des cris de la foule fanatique, bien avant que le nom d'Hypatie ne devienne un symbole de barbarie, il y eut le calme, le silence feutré des bibliothèques, le froissement des papyrus, le cliquetis des astrolabes en bronze. C'est dans cette atmosphère que naquit Hypatie, vers l'an 370, fille de Théon, un philosophe et mathématicien reconnu de l'école néoplatonicienne. Dès son plus jeune âge,
Elle fut initiée au secret des chiffres, au mouvement des sphères célestes et à l'éthique des anciens. Contrairement à d'autres femmes de son époque, elle ne fut pas mariée. Son père l'avait choisie pour succéder à sa quête intellectuelle, et elle accepta ce destin avec ferveur. À mesure qu'elle grandissait, son esprit se forgeait. Hypatie n'était pas seulement brillante, elle était magnétique. Belle sans ostentation, charismatique sans arrogance, elle captait l'attention de tous ceux qui entraient dans sa salle de cours. Elle enseignait la géométrie, l'astronomie, la musique et la philosophie, dans un style rigoureux mais passionné. Elle devint rapidement la directrice de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, un poste que très peu de femmes, voire aucune, n'avaient jamais occupé. Alexandrie, à cette époque, était encore une cité de contraste. D'un côté, elle portait l'héritage glorieux de l'hellénisme, le muséion, les temples, les académies. De l'autre, elle était traversée par une mutation violente. Le monde chrétien montait en puissance, poussé par des figures religieuses intransigeantes qui voulaient extirper les dernières traces du paganisme. Ce n'était plus une simple transition de croyance, c'était une purge. Les statues païennes étaient renversées, les rituels anciens interdits, les temples détruits ou transformés en églises. Au cœur de cette guerre idéologique, Hypatie faisait figure d'anomalie. Elle n'était ni chrétienne ni païenne au sens religieux du terme. Elle était une rationaliste, une libre penseuse, fidèle à la philosophie néoplatonicienne qui mettait l'accent sur la quête de la vérité par la raison. Cela lui valut le respect d'un large cercle d'élèves et d'admirateurs, y compris des chrétiens modérés. Mais aux yeux des extrémistes, cette posture était inacceptable. Comment une femme, sans allégeance ecclésiastique, pouvait-elle oser enseigner? Comment pouvait-elle oser débattre d'égal à égal avec des hommes et influencer des figures de pouvoir? Parmi ceux qu'elle influença le plus figurait Orestès, le gouverneur byzantin d'Alexandrie. Chrétien mais modéré, cultivé et politique, Orestès trouvait en Hypatie une alliée intellectuelle. Il consultait ses conseils, admirait sa sagesse et la citait dans ses cercles. Cela suffisait à attiser la haine de Cyrille, nouvel archevêque d'Alexandrie, homme d'église autoritaire et habité par une vision de pureté religieuse sans concession. Pour Cyrille et ses partisans, Hypatie représentait tout ce qu'il fallait éradiquer, l'héritage gréco-romain, la pensée critique et surtout l'indépendance féminine. Les tensions se durcirent rapidement. En 414, les conflits entre juifs et chrétiens éclatèrent violemment. Cyrille expulsa la communauté juive d'Alexandrie et ses troupes, les fameux Parabalani, imposèrent l'ordre dans les rues à coups de gourdins et de menaces. Orestès, impuissant, tenta de préserver un semblant de paix civile. Il refusa de céder totalement le pouvoir aux autorités religieuses. C'est alors que la propagande contre Hypatie s'intensifia. Elle fut accusée, sans preuve, d'user de magie, d'entretenir des cultes païens secrets et surtout de manipuler Orestès contre l'Église. Les murs de la ville furent tagués de son nom. Des rumeurs circulaient, qu'elle empêchait la réconciliation entre gouverneurs et archevêques, qu'elle complotait pour renverser la foi chrétienne renaissante. Certains affirmaient même l'avoir vue voler la lune ou parler aux morts. Hypatie ne répondit jamais à ces calomnies. Elle continua à enseigner, à écrire, à défendre l'idée que la vérité ne pouvait être dictée par un dogme. Mais la ville, elle, n'écoutait plus. Alexandrie n'était plus la capitale du savoir. Elle était devenue un champ de bataille spirituel. Et dans ce champ de ruines, la voix d'Hypatie devenait de plus en plus isolée. Le matin du 8 mars 415, l'air d'Alexandrie était lourd. On disait que le vent marin soufflait plus froid que d'habitude. Dans les ruelles de la ville, des regards se croisaient sans mots, comme si un présage invisible planait sur les pierres millénaires. Ce jour-là, Hypatie sortit tôt. Elle ignorait que, dans les ombres, on l'attendait, qu'un nom avait été prononcé en secret dans les cercles fanatiques, et que ce nom était le sien. C'est à l'approche du Césaréum, ancien temple dédié à l'empereur romain devenu église chrétienne, qu'ils l'encerclèrent. Les Parabalani, ces hommes à la fois religieux et miliciens, au service de l'évêque Cyrille, étaient nombreux. Aucun ne portait d'armes. Le meurtre qui allait être commis devait être symbolique, sacré, rituel. Hypatie fut arrachée à son char, traînée au sol, ses habits lacérés. On la conduisit dans une église, lieu censé abriter la miséricorde, mais qui se transforma ce jour-là en autel sacrificiel. Ils la dénudèrent. L'humiliation précéda la mort. Les tessons de poterie qu'ils utilisaient lacéraient la peau, tranchant la chair jusqu'à l'os. On raconte qu'elle ne cria pas, que son silence glaça même ses bourreaux, qui
qu'ils durent détourner les yeux pour achever l'œuvre. Une fois son corps brisé, ils le traînèrent dans les rues d'Alexandrie. Puis, comme pour effacer jusqu'au souvenir, ils le brûlèrent dans un lieu public. Hypatie, la philosophe, la mathématicienne, la voix du logos et de la mesure, était désormais réduite à de la cendre. Et pourtant, son assassinat ne la fit pas disparaître. Il la rendit immortelle. La ville se tut dans les jours qui suivirent. Orestès, brisé et discrédité, quitta Alexandrie peu après. Le pouvoir ecclésiastique incarné par Cyrille devint absolu. Aucun procès ne fut tenu, aucun coupable désigné. L'Église officielle ne reconnut jamais son rôle. Pourtant, dans l'ombre, les lettrés, les philosophes, les observateurs comprirent. Ce jour-là, c'était la raison que l'on avait assassinée. Ce n'était pas seulement une femme qu'on avait tuée, c'était l'héritière d'un monde ancien, l'ultime représentante de l'hellénisme, une survivante d'une époque où l'on croyait que la connaissance libérait l'homme. Hypatie disparut des chroniques pendant des siècles. Son nom devint tabou. Ce n'est qu'au cours de la Renaissance que des humanistes européens redécouvrirent son existence. Puis au XIXe siècle, les féministes, les libres penseurs, les scientifiques la réhabilitèrent comme une icône. Chacun la modela à son image. Les rationalistes virent en elle une martyre de la science, les féministes une pionnière sacrifiée par un monde misogyne, les anticléricaux un symbole de la barbarie religieuse. Et pourtant, au-delà des récupérations, Hypatie reste insaisissable. Nous ne possédons aucune ligne écrite de sa main, aucun portrait authentique. Tout ce que nous savons d'elle vient de ceux qui l'ont admirée ou détestée. Elle est une légende née d'un vide, une femme que l'histoire officielle a voulu effacer et que l'oubli même n'a pas pu contenir. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme un avertissement, car son histoire n'est pas celle d'un passé révolu. C'est celle de toutes les époques où l'intolérance étouffe la pensée, où l'ignorance lève la main sur la connaissance, où le fanatisme, vêtu de sacré, croit pouvoir tuer la vérité. Mais la vérité, parfois, porte un visage. Et ce visage s'appelait Hypatie. Elle est morte nue, en silence, déchirée par des croyants. Mais elle vit encore dans chaque esprit libre qui ose penser, interroger, douter. Et tant que l'on racontera son histoire, le feu qui l'a consumée éclairera notre nuit.